Merci. Merci. Et merci de m'avoir invité à prendre la parole. Il est toujours en fait très difficile de prendre la parole après des personnes qui ont été les victimes directes d'un conflit. Et j'ai participé à un certain nombre de panels comme celui-ci avec des victimes du Mozambique, du Libéria, du Sierra Leone, d'Irlande, d'Afrique du Sud. Et il est toujours extrêmement difficile de leur manifester le respect dont elles ont besoin dans ce contexte. Et de leur dire qu'on se rend compte à quel point il doit être difficile de parler de ces choses qui sont arrivées à vous, à votre famille personnellement. Et je pense que c'est un marqueur de tout processus de paix que d'apprendre à écouter les victimes et d'intégrer cette écoute des victimes dans les processus que nous voulons mettre en place. Alors, ce que j'aimerais faire, et ce qu'on m'a demandé de faire d'ailleurs, c'est d'aborder 3 questions très importantes. Alors, je n'arriverai sans doute pas à le faire, mais on m'a demandé d'évoquer le travail que nous avons fait avec certaines victimes en Afrique du Sud dans le cadre de la Commission Justice et Vérité. On m'a demandé de vous parler également de cette notion de réconciliation et on m'a demandé de vous dire dans quelle mesure, comment les victimes peuvent contribuer au processus de paix. Alors, je ne crois pas que j'aurai le temps d'aborder ces 3 questions de façon très détaillée. Donc, je me contenterai peut-être d'évoquer un certain nombre de points au titre de ces grands thèmes. Alors, je commencerai par vous faire part de mon expérience. J'ai une formation de psychologue, j'ai travaillé avec des victimes dans des contextes différents et je voudrais commencer par une observation un petit peu générale en disant que les victimes, elles ont de nombreux besoins. Besoins psychologiques, besoins de soutien, de réparation, de compensation. Mais les victimes, en général, doivent faire face à une série de problèmes. Justice, vérité, réparation, reconnaissance. Et je suis d'accord avec Robert, quant au fait que ce n'est pas à elle à résoudre ces problèmes. Il y a des politiciens, il y a des problèmes politiques qui se posent. Et les problèmes politiques, ils doivent être abordés par les politiciens qui doivent créer le cadre qui permettra d'aborder ces questions. Donc les politiciens ont la responsabilité de mettre en place des cadres qui permettront de régler ces problèmes de vérité, de reconnaissance, de justice, de compensation, de réparation. En l'absence d'un tel cadre, il n'y a que le courage de victimes individuelles qui pourra faire quelque chose. Il devient très difficile d'aborder ces questions si un tel cadre n'est pas mis en place. Donc tout ce que je vais vous dire doit être vu dans le cadre de la tension, de ce à quoi doivent faire face les victimes et la nécessité d'un cadre plus vaste, plus général qui doit être mis en place. Alors on m'a demandé de vous parler des commissions justice et vérité. Je n'aurai pas le temps d'en parler. Je vis maintenant en Irlande du Nord et c'est une question qu'on me pose en permanence. Est-ce qu'une société a besoin d'une commission vérité? Ce n'est pas moi à dire ce qu'il faut faire au Pays Basque. Mais souvent, j'inverse la question. Je dis, la société a-t-elle besoin d'une commission de vérité ou a-t-elle besoin d'un processus lui permettant de faire face au passé? Une commission, c'est une question technique, c'est un engagement. Mais l'engagement de faire face au passé, c'est autre chose. Dans le contexte de l'Irlande, on est conscient qu'il faut faire face au passé. Et la forme que cela revêt, elle va être différente selon les sociétés. L'idée d'une commission de vérité correspond à l'idée que l'on va aborder un problème sous un angle institutionnel. Est-ce qu'on s'en tirera mieux en mettant en place des instances, des cadres qui permettront d'aborder ces questions complexes en un lieu unique pour essayer de les gérer? Donc je ne vais pas entrer dans les détails d'une commission de vérité. Je veux dire que symboliquement, elle représente l'engagement institutionnel de faire face aux problèmes, d'essayer de le régler. Et je crois que les sociétés ont besoin de cadres institutionnels. Sinon, il devient extrêmement difficile aux victimes
de se dégager de leur souffrance et de leur douleur. Alors, la réconciliation, c'est un grand mot, un mot très lourd pour moi, pour beaucoup de personnes, et j'aimerais peut-être calmer le jeu. Pour moi, la réconciliation, c'est un processus qui permet de reconstruire les relations. Relations qui peuvent être des relations individuelles entre individus, des relations entre les individus et la police aussi, ou des relations entre les individus et l'État. Il s'agit en fait d'une reconstruction de relations. Et je crois qu'en Irlande du Nord, en Afrique du Sud, dans d'autres pays, il apparaît que si l'on n'essaie pas de reconstruire ces relations, il devient extrêmement difficile de créer le cadre politique dont je parlais auparavant. La réconciliation, dans le travail que j'ai fait avec mon collègue Kelly d'Irlande du Nord, comporte 5 éléments, selon nous. Premier élément, avoir une vision commune de l'avenir. Pas une vision politique commune. En Irlande du Nord, nous ne sommes pas d'accord sur la question de savoir si nous voulons une Irlande unie, si nous voulons faire partie du Royaume-Uni. Ce que nous voulons, c'est un avenir meilleur, un avenir sans violence. Il faut un engagement vers l'avenir, à l'égard de l'avenir. Et puis, il faut également reconnaître le passé, faire face aux blessures. Donc, il y a un élément de rétrospective, je dirais. Troisième élément, c'est la construction active de relations. Des gens qui ont été séparés par le conflit doivent se rapprocher. Ça peut être la société civile, mais ça peut être également au niveau politique. En Irlande du Nord, en Afrique du Sud, on a beaucoup travaillé à rapprocher les politiciens pour qu'ils reconnaissent leur humanité commune, leurs objectifs communs. La quatrième dimension, elle consiste à essayer de changer d'attitude, de changer les attitudes. Et c'est très difficile dans des sociétés qui ont connu le conflit. Nous avons tous une façon de voir le passé, de comprendre le passé. Lorsque nous entendons des infos à la radio et à la télévision, nous les mettons dans une cadre. Oui, ça c'est une question qui concerne l'État ou les paramilitaires. Nous avons tendance à voir les choses dans des cases et il faut changer d'attitude. Dernier thème, dernière question, on ne peut pas espérer une réconciliation si les gens fondamentalement restent inégaux sur le plan politique ou sur le plan économique. Il y a donc 5 dimensions qui me semblent tout à fait essentielles. Et il faut reconnaître que différentes sociétés mettront l'accent sur tel ou tel thème. En Afrique du Sud, par exemple, nous avons consacré beaucoup de temps à notre vision commune. Vous savez qu'on parle de nation arc-en-ciel, par exemple, ce qu'incarnait Nelson Mandela. Bon, nous avons mis en place une commission, c'est pas parfait, mais nous nous sommes un peu tournés vers le passé. Par contre, la question des relations à construire entre les communautés noires et blanches, nous nous y sommes moins intéressés. Nous nous sommes dit que, en allant à l'école, les gens finiraient par établir de telles relations. Et puis, il y a le problème des inégalités fondamentales en Afrique du Sud. Donc, le processus de réconciliation est incomplet en Afrique du Sud. En Irlande du Nord, je dirais que les choses sont un petit peu différentes. On a massivement dans le changement d'attitude dans les relations. 1,5 milliard d'euros de l'Union européenne ont été consacrés à des programmes de paix fondés sur les communautés. Mais la question de l'élaboration d'une vision commune entre politiques, elle n'a guère avancé. La question de faire face au passé, elle n'a guère avancé. Donc, il faut voir, je crois, où vous vous situez par rapport à ces 5 thèmes que j'ai énoncés. S'agit-il de créer une vision? S'agit-il de rapprocher les individus? Voilà les commentaires que je voudrais faire à propos de la réconciliation. Maintenant, à propos des victimes. Quel est le rôle des victimes dans un processus de paix? On m'a demandé de vous parler de cette question qui est horriblement difficile et ce n'est certainement pas moi qui dois vous dire quel peut être le rôle des victimes. Je pense que certaines personnes dans ce panel sont beaucoup plus compétentes que moi pour le faire. Mais j'ai été frappée d'entendre dire que ce n'est guère qu'après 89 que l'on a commencé à reconnaître les victimes. Et en Irlande du Nord, ce n'est qu'après l'accord en 98 donc que les victimes ont été au centre du processus politique après la libération des prisonniers. Donc, ceci est intervenu, cette reconnaissance est intervenue très tardivement.
Et cela montre bien les défis. Alors, si je pouvais me permettre de parler de ce que pourrait être le rôle des victimes, je dirais d'abord qu'on ne peut pas contraindre les victimes à participer à un processus quelconque. Il y a eu beaucoup de victimes dans le processus sud-africain qui ont pensé que pouvoir être entendues les réconfortait, était important pour elles. D'autres ont eu l'impression qu'il y avait une pression invisible qui s'exerçait en faveur de la réconciliation et qu'on les obligeait à pardonner. J'ai entendu des victimes dire que non seulement elles avaient été des victimes par le passé, mais que ce processus de paix faisait aussi d'elles des victimes, que c'est elles qui devaient porter le fardeau du passé, c'est elles qui devaient faire preuve de bonne volonté et d'efforts en vue de la réconciliation. Cela ne veut pas dire que les victimes n'ont pas un rôle dans ce domaine, mais on ne peut pas leur imposer un processus. Ce qui me ramène d'ailleurs à la question que j'évoquais d'emblée, c'est-à-dire la création d'un cadre politique approprié, correct, qui permet cela. Alors, toujours à propos du rôle des victimes, et les deux membres du panel l'ont bien évoqué, je pense que les victimes ont un rôle clé à jouer pour que les choses ne se reproduisent pas. La voix des victimes doit se faire entendre en permanence dans le cadre de ce processus, car elle nous rappelle ce que nous ne voulons plus, ce dont nous voulons nous débarrasser, pourquoi nous voulons faire évoluer les choses. Quels sont nos principes fondamentaux? Et le principe fondamental, c'est celui du plus jamais ça. Donc, faire en sorte qu'il n'y ait plus de victimes à l'avenir. Alors, ce n'est pas quelque chose que doivent faire les victimes, mais elles sont importantes dans ce processus dans la mesure où elles nous rappellent ce principe du plus jamais ça. Non que ce ne soit pas difficile, hein, parce qu'un processus de paix, cela implique, d'accord, de se tourner vers l'avenir sous forme de compromis parfois, mais cela implique également de se tourner vers le passé. Il y a une tension entre le passé et l'avenir. Alors, Robert a évoqué également une autre chose, qui est la reconnaissance du fait que les victimes sont qu'il y a beaucoup de victimes et qu'elles sont toutes différentes. C'est la même chose en Irlande du Nord, en Afrique du Sud. Les victimes sont passées par des expériences très différentes. Et l'un des grands défis pour les victimes, entre autres pour la société aussi, c'est de donner une voix à ceux qu'on n'entend pas. En Afrique du Sud, aujourd'hui, je travaille toujours avec un groupe de victimes d'Afrique du Sud. Et il y a encore des gens qui voudraient raconter leur histoire à la Commission de la vérité, mais qui a terminé ses travaux en 1998. Donc il y a des gens qu'on n'a encore pas identifiés, des gens qui n'ont pas participé à des groupes, qui n'ont pas été liés au processus politique. C'est aussi un problème en Irlande du Nord. Donc je pense que les groupes de victimes doivent permettre à ces victimes de faire entendre leur voix. Et je pense que ceux qui travaillent au processus de paix sont concernés également. Dernière chose que je voudrais dire avant de conclure, c'est que les victimes ont un rôle symbolique très important à jouer. En Irlande du Nord, nous avons vu un grand nombre de victimes rencontrer, partager leur expérience en tout cas. Bon, ce ne sont pas des échanges faciles, elles ne se pardonnent pas. Hein? On ne leur demande pas de pardonner, mais elles peuvent écouter. Je ne pense qu'on ne peut contraindre personne. C'est un processus qui doit être le fruit de conditions mises en place grâce à un processus politique. Et il n'en reste pas moins que c'est un rôle symbolique très important. La dernière chose que je voudrais dire, et qui est peut-être plus pratique que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, et les deux membres du panel en ont parlé. Je veux parler de l'importance qu'il y a à établir des liens, des relations entre les gens de façon très simple. Et je dirais que c'est quelque chose qui a été très bien fait en Irlande du Nord avec grand succès. Je vous ai parlé que l'on a investi dans la construction de relations dans le cadre du processus de paix. En 1996, lorsque je suis allée pour la première fois en Irlande du Nord, on n'avait jamais dit que les victimes de violences paramilitaires ou de victimes de violences d'État pourraient un jour se rencontrer, se trouver dans la même pièce. Eh bien, aujourd'hui, en 2014, il y a des victimes, par exemple, qui font du lobbying pour des retraites, pour qu'on s'intéresse davantage à elles, parce qu'elles ont l'impression de n'être pas suffisamment reconnues. Et comment cela s'est-il produit? Eh bien, grâce au travail de la société civile, de gens qui ont travaillé sans bruit, de façon invisible, pour amener les gens à se parler, à s'écouter, à parler aux uns aux autres de leurs souffrances. Et bien souvent,
leur souffrance est la même. Une fois encore, je ne dis pas que c'est les victimes qui doivent le faire, prendre les choses en main, mais je pense que la société, elle, doit le faire. En conclusion, donc, ce que j'ai essayé de dire très brièvement, car je n'avais pas beaucoup de temps, c'est que si nous voulons aborder la question des victimes, il y a un double processus, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Alors, du haut vers le bas, cela veut dire qu'il nous faut reconnaître que les questions de justice, de vérité, de compensation, de réparation, de reconnaissance sont autant de questions politiques et que les groupes politiques qui participent à un processus de paix doivent mettre en place des conditions. Reconnaissance publique, par exemple, qu'il s'agisse aussi d'offrir des plateformes ou la possibilité des enceintes à ceux qui ont besoin de s'exprimer, qu'il s'agisse de mettre en place des cadres institutionnels comme les commissions de vérité. Bon, les formes peuvent changer, mais il faut créer les conditions qui permettront cela. Quant au processus qui va du bas vers le haut, il incombe à la société civile qui doit faire en sorte que les différents éléments de la société se rassemblent, se réunissent. Donc mon message, c'est qu'il y a deux processus qui doivent se construire en même temps, celui qui va du bas vers le haut et celui qui va du haut vers le bas. Merci de votre attention.